société au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La Société financière internationale SFI va soutenir le secteur privé togolais pour la réalisation des objectifs du Plan national de développement PND. Comment cela se fera? Les réponses dans cette édition. Et puis après le premier semestre de l'année 2019, le ministre en charge de la sécurité dresse le bilan de la situation sécuritaire du pays. Ce premier semestre aura été mouvementé pour les populations. Vous écouterez le ministre de la Sécurité dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Une délégation de la Société financière internationale SFI a été reçue en audience hier par le président de la République. La délégation de cette organisation du groupe de la Banque mondiale, conduite par son vice-président, a fait part au chef de l'État de la volonté de l'institution d'accompagner le secteur privé togolais pour la réussite du plan national de développement PND. Quels sont alors les domaines prioritaires dans lesquels la SFI veut intervenir? Voyons cela avec Carmen Nadji à Capo. International SFI du groupe de la Banque mondiale veut être plus près des réalités et des besoins du secteur privé togolais. Elle veut contribuer à la mise en œuvre du plan national de développement PND. La SFI va bientôt ouvrir un bureau de représentation à Lomé. C'est ce qu'a indiqué hier le vice-président pour l'Afrique et le Moyen-Orient de cette organisation à l'issue d'un entretien avec le président de la République, Faure Gnassingbé. Pour Sergio Pimenta, le climat des affaires s'est nettement amélioré et il existe des opportunités de développement au Togo. L'appui de la SFI couvrira donc les domaines de l'énergie, l'agriculture et l'économie numérique. J'ai eu l'occasion donc de rencontrer Monsieur le Président pour pouvoir discuter de comment est-ce que la SFI peut soutenir le développement du Togo en soutenant les entreprises togolaises et les entreprises du secteur privé pour créer des emplois, pour créer de l'activité économique au pays. Nous avons discuté avec Monsieur le Président de la République et ainsi que les ministres présents de comment nous pouvons passer à la vitesse supérieure, augmenter nos opérations ici. La Société financière internationale est déjà active au Togo. Elle a investi dans des projets porteurs tels que la centrale thermique gérée par Contour Global, les installations de transbordement au port autonome de Lomé et la cimenterie Heidelberg Cement pour un montant de 325 millions de dollars, soit environ 191 milliards de francs CFA. Un nouvel accord vient d'être signé avec le gouvernement togolais. Nous avons signé avec le ministre des Énergies un accord que nous appelons Scaling Solar, qui consiste à apporter une solution d'énergie renouvelable, énergie solaire, pour le Togo, avec un projet qui sera financé par la Société financière internationale, par la SFI, et nous avons donc l'honneur de signer cela en présence de M. le Président de la République. Composée de 185 pays, la SFI est la plus importante institution mondiale d'aide au développement dont les activités concernent exclusivement le secteur privé dans les pays en développement. L'institution accompagne aussi le Togo dans l'élaboration de sa stratégie nationale d'électrification. Le premier semestre de l'année 2019 vient de s'écouler. Le ministre de la Sécurité a présenté aux hommes de médias hier la situation sécuritaire du pays. Il ressort qu'au cours des 6 premiers mois de l'année 2019, on enregistre entre autres 40 braquages avec 142 millions de francs CFA emportés. Les détails avec Augustin Kossi. La situation sécuritaire des 6 premiers mois de l'année 2019 présentée aux hommes des médias. Les principaux faits criminels qualifiés de faits de société vont d'abord retenir les attentions. 40 cas de braquage avec une somme de 142 millions de francs CFA emportés et 4 morts. 27 vols à main armée opérés pour un butin de 4 millions de francs CFA. Ce premier semestre de l'année 2019 a également connu 61 assassinats, meurtres et lynchages dont 5 tentatives.
Les conflits communautaires, on en dénombre 6 cas, 2 morts et 19 500 déplacés. Les actes de cambriolage ont été enregistrés et chiffrés à 66, dont 2 tentatives. Malheureusement, nos compatriotes subissent et qui ne nous honorent pas ces derniers temps. Nos compatriotes se posent la question pourquoi les forces de sécurité n'arrivent pas à mettre la main sur ces individus. Le phénomène de braquage ne date pas d'aujourd'hui et n'est pas seulement propre au Togo. Depuis que l'homme existe, le vol existe. Aujourd'hui, avec la technologie, avec l'évolution, c'est vrai, les malfaiteurs non seulement ont de l'ingéniosité, mais ils trouvent des moyens beaucoup plus contraignants, beaucoup plus violents pour manifester, pour exercer leur forfait. Il y a des périodes où on n'en parle même pas. Et tout d'un seul coup, on commence par enregistrer des braquages. Souvent, c'est des individus qui peut-être sont parmi vous, qui sont parmi nous, qui sont avec nous, qui posent ces actes. Parfois, ils trébuchent, ils sont interpellés par les forces de sécurité, déférés devant le juge. Et pas 5 ans, pendant qu'ils sont là-bas, on n'en parle plus. Mais le juge finit de purger leur peine. Le juge ne va pas les garder éternellement. Ils sont remis en liberté. Normalement, une fois dans la société, ils doivent s'amender. J'ai fait ça, j'ai passé 24 mois, 36 mois, 48 mois, 60 mois. Il faut que je change. Certains le font, mais d'autres n'arrivent pas à s'en sortir. Et ils rechutent, ils retombent dedans. Depuis 2 mois ou 1 mois et demi, là, en Amérique, la police, on lui a déféré encore certains qui sont sortis seulement au mois de décembre. Beaucoup ont été déférés pour groupement de malfaiteurs, vol à main armée, braquage. Ils ont privé leur peine, on doit les mettre en liberté. Nous n'avons pas encore la possibilité de les suivre jour par jour, minute par minute. Quand ils sortent, certains rejoignent les villages, d'autres restent en ville, d'autres vont dans les pays voisins pour louer des chambres. Ceux qui trouvent à faire s'en sortent, ceux qui ne trouvent pas reviennent encore. C'est ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Face à la recrudescence surtout du phénomène de braquage, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile plaide pour une indulgence des populations. Il exhorte tous les acteurs impliqués, institutions financières et opérateurs économiques, à une collaboration. Je voulais sincèrement demander à nos compatriotes leur indulgence. Le gouvernement, il travaille tous les jours. Vous ne pouvez pas imaginer les instructions que nous recevons, les instructions que nous donnons aux forces de défense et de sécurité. Il y a des résultats qui sont obtenus. Mais il y a encore d'autres qui courent, que les gens acceptent collaborer avec les forces de sécurité en donnant la bonne information. Le phénomène ou le mode opératoire ces derniers temps, c'est le même. Et dans la recherche des solutions, nous avons eu une séance de travail avec les banquiers. Le 14 mai, un client qui sort d'une banque est braqué. Demain, il va dire, il n'a plus confiance à la banque. Donc nous devons travailler ensemble pour trouver la solution. Nous allons prendre notre parti, mais nous vous demandons aussi de collaborer. Souvent, quand des clients veulent prendre des sommes importantes, ils appellent. On leur dit, venez dans 1 heure, 2 heures. Il dit, pendant ce temps, alertez nos services pour qu'ils accompagnent le client après avoir retiré son argent. Nous avons des numéros verts. Il y a le 117 pour la police, 171 pour la gendarmerie, 112 même pour l'armée. Nous avons même 155 aujourd'hui. Que nos compatriotes acceptent nous aider, parce que je connais un tel, peut-être qui ne fait rien, mais qui a un train de vie qui n'est pas celui d'un chômeur. C'est pas bon ce qui se passe, mais notre pays n'est pas quand même le pays où on peut dire vraiment c'est l'insécurité. Nous avons peut-être en moyenne 6 braquages par mois. Nous allons nous battre pour sortir nos compatriotes de ce mauvais moment.
Autre fait non moins important de ce premier semestre, la saisine des stupéfiants. 3 636 kg de cannabis, 0,6 kg de cocaïne et 17,10 kg de tramadol. L'opération Entonnoir a permis aussi de saisir 382 361 litres de carburant, des voitures et motos. Le gouvernement invite à la prudence et à la vigilance pour garantir la sécurité et le vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire national. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF a réuni ce matin les entrepreneurs et porteurs de projets pour les outiller sur la conduite du changement. La conduite du changement étant l'ensemble des stratégies que toute entreprise devrait adopter pour faire face aux mutations. Et l'idée est de permettre aux entreprises togolaises de mieux s'organiser pour être plus compétitives. Les précisions avec Digbodi Dogbeavou et Carmen Madji Akapo. Toute entreprise, pour rester compétitive, doit adopter de nouvelles techniques de management. Et pour faire face aux mutations, elle doit adopter des stratégies innovantes que les économistes appellent conduite du changement. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF donne ici aux entrepreneurs, chefs d'entreprise et porteurs de projets les outils et les meilleures techniques à pouvoir leur permettre d'opérer des changements. L'objectif que l'ANPGF a, c'est de pouvoir donner aux opérateurs économiques de notre pays les outils nécessaires pour pouvoir d'abord anticiper les mutations. Lorsque ces changements vont intervenir, que l'entreprise soit à même de mettre en place la stratégie dont elle a besoin, de planifier ce changement. Les enjeux de la conduite du changement sont multiples. En plus de permettre l'évolution de l'entreprise vers des pratiques plus bénéfiques, cette conduite permet également de faciliter, selon les experts, l'acceptation et la compréhension des changements dus à un nouveau projet porteur de croissance. Lorsque, à l'intérieur de l'entreprise, on a conscience qu'il y a un problème, quelque chose ne va pas. Bon, quelle est cette chose? Il faut la nommer. Une fois qu'on l'a nommé, il faut savoir dans quelle mesure ça pose problème et pourquoi on veut changer. Quels sont les enjeux? Une fois que cela a été fait, c'est savoir ou imaginer quelle est la situation souhaitée. Quand on a fini cette étape-là, vient maintenant l'étape la plus importante, qu'on appelle le diagnostic. L'ANPGF étant désignée par la BCAO comme structure d'appui et d'encadrement des PME-PMI au Togo, a lancé ce jour un appel aux jeunes qui voudraient mieux comprendre le dispositif d'appui au financement des PME-PMI de la BCAO à s'approcher de ces services. L'évolution des technologies de l'information et de la communication, NTIC, a encouragé le développement de la vente à distance via un réseau électronique et on parle là de e-commerce. Le commerce électronique rentre de plus en plus dans les habitudes et constitue un moyen par lequel les entreprises, surtout les PME, PMI que nous venons de voir, se développent. Quel est donc l'apport du commerce électronique dans le développement d'un pays? Les réponses dans ce dossier signé Carmen Madji Akapo. De pays préparer ses achats en magasin en utilisant Internet est devenu une pratique plus que naturelle pour un grand nombre de consommateurs. Internet a complètement révolutionné les pratiques et habitudes commerciales avec la dématérialisation aussi bien des marchés que des instruments de paiement. L'interaction du commerce avec les technologies de l'information et de la communication a donné naissance au e-commerce. Ce secteur offre aujourd'hui des opportunités de croissance énormes pour les pays et les entreprises. Aujourd'hui, on voit l'engouement en Europe ou aux États-Unis où les gens s'envoient plusieurs colis dans le mois. Et donc, ça commence également dans nos pays. Et l'Afrique a pris conscience qu'il faut rattraper ce retard. C'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour nous préparer, pour encourager les uns les autres à rentrer dans cette dynamique et améliorer les échanges de colis, de paquets, encourager nos concitoyens à envoyer des paquets. Au Togo,
Togo, cette nouvelle pratique se développe de plus en plus. Les activités liées à Internet sont stratégiques, surtout pour les PME-PMI qui ont l'ambition de grandir. Plusieurs sociétés de la place ont également développé des techniques innovantes pouvant faciliter le e-commerce. Il y a par exemple les outils de paiement, les cartes bancaires qui ne sont pas très connus, très banalisés, vulgarisés dans nos pays. Il faut que nous accélérions ce rythme également. Il y a également les plateformes que nous devons mettre en place. La Poste du Togo y travaille. Nous avons lancé récemment une initiative qui s'appelle e-colis, qui permet à nos compatriotes de commander en ligne sur des plateformes en Europe, sur Amazon, eBay, ainsi de suite. Et nous voulons aller même plus vite en mettant en place une autre plateforme en faveur de nos artisans, des commerçants, pour qu'ils puissent poster leurs articles sur le site de la Poste. Et ça permettra pas seulement aux Togolais de commander, mais également aux étrangers de la diaspora. Le commerce électronique semble s'imposer aujourd'hui comme solution aux transactions de tout genre. Pour l'utilisateur, le consommateur ou l'entrepreneur, la voie électronique devient incontournable pour proposer, acheter ou faire des transactions. Au vu de tous ces facteurs, le commerce en ligne semble donc être effectivement un outil à mettre à profit pour réaliser les 17 objectifs de développement comme le souhaitent les Nations Unies. Les experts du secteur de l'eau et de l'agriculture se familiarisent avec les nouveaux outils de gestion des ressources en eau. Cette formation qui leur permettra désormais d'étudier et de déterminer la qualité et la disponibilité de cette ressource pour déterminer l'utilisation sur les produits agricoles. Et ceci pour éviter la perte et accroître ainsi la productivité agricole dans notre pays. Les précisions avec Robert Kotogbe et Karine Olando. 7 pays d'Afrique subsaharienne, dont le Togo, font face à la salinité des eaux naturelles et usées et du changement climatique. Des phénomènes majeurs qui affectent la productivité des sols. Grâce au Centre international agricole de biosaline, les experts des secteurs de l'eau et de l'agriculture disposent de quoi gérer et étudier la qualité et la disponibilité des ressources halieutiques. Après la Gambie et le Libéria, les experts agronomes togolais se forment sur la technique. On les a invités dans cet atelier pour discuter, pour définir, identifier quelles sont les lacunes dans la gestion des ressources en eau, quelles sont les opportunités qu'on a et quels sont les défis. Bien sûr, c'est propre au cas du Togo. Alors, c'est un projet sur 4 ans et c'est un projet qui vise à introduire de différentes technologies pour, si vous voulez, remédier aux problèmes de salinité, pour résoudre les différents défis liés au changement climatique. Alors concrètement, on va essayer d'introduire des nouvelles espèces culturelles, des nouvelles variétés, des nouvelles technologies pour l'irrigation. Après cette session, l'Institut togolais de recherche agronomique va assurer et veiller à la mise en œuvre du projet. La finalité est de déterminer la qualité des eaux utilisées, irriguées pour les cultures. ITRA, c'est notre partenaire local. C'est lui qui va implémenter, si vous voulez, le projet. L'ITRA va implémenter les différentes solutions, les différentes stratégies, les différents essais et expériences qu'on va faire dans les champs, etc., avec les agriculteurs. Alors, en collaboration, bien sûr, avec les scientifiques qu'on a à l'ICBA, à notre centre. Donc, l'ITRA va essayer de développer toutes ces études-là. Le Centre international agricole de biosaline est créé en 1990 et existe dans 37 pays au monde. Il est spécialisé dans la formation, la mise en place du système des réseaux d'assainissement, de canalisation et de traitement des eaux usées.
Dans l'actualité politique, le parti Le Net, Nouvel Engagement Togolais, a organisé ce matin une conférence de presse à son siège à Douanivé. Cette rencontre avec les médias a porté sur des questions liées au scrutin municipal du 30 juin dernier et la vision du parti sur les prochaines échéances électorales à venir dans notre pays. Les précisions avec Chaz Nampaga. Ce face-à-face entre le Net, Nouvel Engagement Togolais et les journalistes fait suite au scrutin municipal du 30 juin 2019. Les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI créditent le parti de Djeritaman de 33 sièges de conseils municipaux dans 29 communes sur 45 dans lesquelles le Net a présenté des listes. Le Net tire également de nombreux enseignements sur le déroulement de l'ensemble du processus électoral. Les résultats de ces élections nous amènent à tirer deux leçons. La première, c'est que le taux de participation, comparativement aux autres élections, est plutôt faible. Et surtout, c'est que le parti au pouvoir a raflé la majorité des voix, sont 4% des suffrages. Et nous devons, nous, au niveau des partis de l'opposition, comprendre qu'il faut continuer une leçon, la leçon que les populations nous envoient. Il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de façon de faire la politique. Nous considérons que depuis la révision constitutionnelle du 8 mai, aujourd'hui, grâce aux élections à deux tours, l'union de l'opposition n'est plus une fatalité. Les partis doivent aller sur le terrain, travailler avec l'électorat pour permettre la possibilité d'une élection à deux tours en 2020. C'est uniquement un deuxième tour qui pourra permettre à l'opposition de transformer la défaite qu'on a eue lors des élections locales en une victoire en 2020. Comme perspective, le Net se lance dans un processus de primaire pour les prochaines échéances électorales. Nous considérons que dans notre parti, il n'y a pas de candidat naturel. Tous les candidats qui ont envie de briguer aux élections présidentielles de 2020 doivent pouvoir faire une campagne et être élus lors du congrès que le parti organise le 17 août 2019. Le Net dit avoir relevé quelques irrégularités, mais rapidement enrayées par la force sécurité élection 2019, les CELI et la CENI à qui il adresse ses félicitations. Voilà qui ne justifie plus un recours devant la Cour suprême, a souligné le Net. Le parti témoigne aussi sa gratitude aux populations pour le calme et leur maturité politique. Et puis les premiers responsables du Parti du Peuple et d'Intégrité PPI étaient eux aussi face aux professionnels des médias hier à Lomé. Ils ont échangé sur le projet de société de ce tout nouveau parti politique qui veut l'amélioration des conditions de vie des populations. Le compte rendu avec Luc Assis. Le regroupement politique Parti du Peuple et d'Intégrité PPI décline son plan de société en vue de contribuer au processus de développement du pays. Après 2 ans de présence sur le terrain, cette formation politique pense avoir compris et cerné les enjeux et défis liés au développement du Togo. Nous avons voulu encore présenter à la presse ce qu'est PPI et les tenants, les concepts et la conviction de PPI. Regardez notre plateforme, elle est unique. Nous ne faisons pas des slogans, mais nous donnons des propositions. D'une façon brièvement, nous avons parlé d'une proposition très simple à allévier la pauvreté dans les familles les plus reculées. Le Parti du Peuple et d'Intégrité PPI veut incarner une nouvelle classe politique avec pour priorité le renforcement de l'unité et de la réconciliation nationale. 15 jeunes entrepreneurs, dont 5 femmes, sont nantis de connaissances sur la Convention des Nations Unies contre la corruption et son mécanisme d'examen. Ceci à travers une formation initiée par l'Union des ONG du Togo. Il s'agira essentiellement pour ces entrepreneurs du secteur privé d'acquérir des comportements de transparence dans leurs différentes activités économiques. Les précisions avec Karine Olando. Les jeunes entrepreneurs associés à la lutte contre la corruption au Togo. L'initiative vient de l'Union des ONG. Cette plateforme des ONG du Togo entend puiser les ressources nécessaires dans la Convention des Nations Unies contre la corruption, CNUCC, suivie de son mécanisme d'examen. À cette session où les jeunes sont conviés, il sera surtout question de relever les origines de la corruption pour une lutte plus efficace. Ici, dans le cadre spécifique de cette action, il est question de contribuer à l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Non, la Convention veut lutter contre les différents actes de corruption qui gangrènent la vie de nos États et qui font que
les ressources qui sont prévues pour les secteurs sociaux sont plutôt détournées ou ça rentre plutôt d'une autre manière et ça ne sert pas véritablement à réaliser les actions sociales en faveur des citoyens. La formation, ça contribue justement à habiliter les gens. Quand les gens savent exactement qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui doit se faire, et quand les choses ne se font pas de cette façon, ils peuvent aussi se baser sur les gaps pour pouvoir dénoncer. Pour le représentant du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia, Aruna Larja, la formation des entreprises privées sur la lutte contre la corruption répond aux aspirations des plus hautes autorités, faire de la bonne gouvernance économique un facteur de réussite du Plan national de développement PND 2018-2022 qui vise une transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, durable, inclusive et créatrice. Et puis c'est demain 11 juillet que sera célébrée la journée africaine de lutte contre la corruption. Et avant, une caravane de sensibilisation a sillonné les artères de Lomé ce mercredi. Le compte rendu avec Sergine, Raimondo et Dodo. Wow. La corruption. Pot de vin, taméan, cailloux sous le dossier, dessous de table. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia dit non à ces propos corruptibles à travers cette caravane. La démarche invite toutes les couches sociales du pays à rompre avec le silence en dénonçant les auteurs. Attitude nécessaire pour consolider la bonne gouvernance et la transparence de la gestion de la chose publique. La population adhère à la lutte. Vraiment, cette initiation-là pouvait vraiment aider les personnes à pouvoir se corriger un peu. C'est très bon de nous sensibiliser. Vous pouvez nous aider à ce que ça cesse. Refuser de corrompre et d'être corrompu. Le message porté à l'endroit des citoyens est assez clair. Et pour les responsables de la Plusia, il est de bon ton de lutter contre les actes de corruption, non seulement par la répression, mais aussi par la prévention. Il faut que nous apprenions à bien gérer. Bien gérer, c'est lutter contre la corruption, s'engager contre la corruption, dire non à la corruption. Dire non, c'est résister aux actes de corruption. Si on vous sollicite, il faut résister. À travers cette caravane, nous voulons inviter tout le monde à la célébration de demain. Des séances d'animation et de sensibilisation dans les grands carrefours et places publiques ont permis à chacun d'apprendre un peu plus sur les conséquences de ce fléau qui emporte plus de 25% du budget des pays africains. 82-117 est le numéro vert mis en place pour dénoncer d'éventuels cas au Togo. Et puis ce communiqué pour terminer, le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse porte à la connaissance des directeurs d'organes de presse écrite, des directeurs des radios et télévisions commerciales privées, ainsi que des directeurs des radios communautaires que le bénéfice de la subvention de l'État sous forme d'aide à la presse privée pour l'exercice 2018 est subordonné à une demande. Cet exercice court du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. La demande adressée au président de la commission 6 au siège de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, rue de l'EPP Agbalépé de Gand à Lomé, devra comporter les pièces permettant de vérifier que le postulant remplit les conditions prescrites par le décret numéro 2009-065/PR du 30 mars 2009. Les demandes sont reçues du 15 juillet 2019 au 16 août 2019. Les conditions de base à remplir, quelle que soit la nature de l'organe de presse, presse écrite ou presse audiovisuelle, à l'exclusion des médias confessionnels, publics, d'entreprises, de sociétés, d'établissements publics ou privés et d'institutions ou départements ministériels, sont les suivantes.
Être une entreprise de presse détenue au moins à 51% par des nationaux togolais. Avoir un personnel permanent déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale. Exister depuis au moins 12 mois révolus avant le 1er mai 2019. Paraître régulièrement et totaliser au moins 51% de parutions selon la périodicité. Émettre sans interruption au cours des 12 derniers mois précédant la demande. Être un organe de presse ayant un caractère d'intérêt général consacré notamment à l'information, à l'instruction ou à la distraction du public. L'ensemble des conditions d'éligibilité à l'aide de l'État à la presse est disponible sur le site internet de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le www.hactogo.tg. Par ailleurs, il est porté à la connaissance des responsables des organes de presse que des rencontres avec la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse auront lieu à Kara le 19 juillet 2019 pour les médias des régions de la centrale, les régions centrales de la Kara et des Savanes. Le 31 juillet 2019 à Lomé pour les médias de Lomé et de la région maritime et le 2 août à Atakpamé pour les médias de la région des plateaux. Les lieux et heures seront précisés ultérieurement. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.